Mais je dirais pour commencer qu'en effet, à me documenter un peu sur les droits culturels suite à votre invitation, je me suis rendu compte que peut-être je travaillais en direction des droits culturels un peu comme Monsieur Jourdain, c'est-à-dire je les pratiquais sans le savoir. Alors je vais peut-être parler de façon assez concrète en effet du travail que j'ai mené sur mon dernier spectacle. Pour donner peut-être un exemple, enfin des exemples en disant que sur les différents enjeux de ces droits culturels tels qu'ils sont pensés et tels qu'ils nous ont été présentés, ce qui m'est apparu de façon très claire, c'est que moi, en tant que metteur en scène, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, je dois travailler avec une réalité, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut juger de manière plus ou moins joyeuse ou positive, mais qui est d'abord là, c'est que la France est devenue un pays multiculturel, de fait. Et que à partir de là, mon engagement dans le dernier spectacle pourrait, d'une certaine manière, prêter le flanc à une interprétation très angoissée de ce que sont les droits culturels, qui serait l'interprétation communautariste, puisqu'en effet, le thème de mon spectacle, c'est de travailler sur une image devenue particulièrement sensible et polémique ces derniers temps, même si elle nous travaille depuis 25 ans maintenant, c'est l'image du voile et de la femme voilée. Alors on pourrait se dire, en faisant un spectacle sur le voile, voilà bien une tentative identitaire de faire entrer dans le champ des représentations quelque chose comme un monde clos, une identité figée, et peut-être même de mettre en avant quelque chose qui serait une culture contre une autre. Or, quand j'ai commencé à réfléchir à mon désir de théâtre sur un sujet pareil, je me suis dit très vite que ce dont je voulais parler, ce n'était pas du voile en général et pas du voile en Iran, en Afghanistan, en Turquie ou je ne sais où, mais du voile comme une réalité française et au fond de raconter une histoire de notre pays à travers le voile. Ce qui est peut-être paradoxal ou provocateur, mais que je n'ai pas du tout envisagé comme une provocation. Je me suis plutôt sentie très inspirée par une phrase que j'aime beaucoup de Bourdieu, qui est citée récemment par un metteur en scène que j'admire également, qui est Milo Rau. Et cette phrase dit la chose suivante, elle dit, quand on regarde un petit objet très attentivement, on finit par y voir la société tout entière. Alors moi, j'ai fait un petit peu cette chose-là avec le voile, en disant au fond, si on grossit la question du voile, on va peut-être pouvoir raconter l'histoire de notre pays, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Et j'en suis arrivée à la conclusion très étonnante, parce que je me suis rendu compte qu'elle reposait sur un préjugé que je reconnais comme étant le mien aussi. C'est qu'au bout du compte, après avoir travaillé sur le thème et fait le spectacle, je me suis dit, ce qui nous est difficile, c'est de regarder une femme voilée en nous disant c'est une Française. Voilà, aussi simple que ça puisse paraître, et que nous avons tous, je dis tous ceux qui ont participé au spectacle avec moi, et je dis moi aussi, réalisé que ça n'allait pas de soi. C'est-à-dire qu'au fond, la question qui m'intéressait, c'était la question des représentations, des images, des imaginaires, et que la culture, elle consiste à produire des images et des imaginaires pour les enrichir. Et ce que j'ai tenté de faire, c'est une traversée dans les images. Donc, en l'occurrence, mon spectacle traverse des aires culturelles, des textes qui sont agencés de façon très subjective. Donc, ça va de l'Épître aux Corinthiens de saint Paul, qui est un des plus grands textes pour contraindre les femmes à porter le voile. Et c'est un texte biblique, jusqu'au dernier roman de Virginie Despentes, qui met en scène un père qui s'appelle Selim, qui est universitaire, qui, selon les termes de Virginie Despentes, aime Pasolini, Godard et le vin rouge, et qui découvre un jour que sa fille, Aïcha, française, à 18 ans, décide de se voiler, et c'est une catastrophe absolue pour lui. Et ce qui est très fort, c'est que les deux personnages sont traités avec autant de vérité, et on a là deux réalités vécues de la France d'aujourd'hui qui s'affrontent. Donc je m'empare comme ça de matières très différentes pour essayer de questionner au fond où on en est aujourd'hui de nos imaginaires nationaux, de ce qui fait concurrence de l'éclive. Donc je dirais que
la question des droits culturels, pour moi, c'est vraiment une question des imaginaires constitutifs de notre récit national qui est multiple, mais dans lesquels il y a des récits qui manquent. Il y a des récits qui manquent et je finirai juste très rapidement là-dessus sur une chose que m'a dite une femme qui est venue voir le spectacle quand on l'a créé à Dijon. Donc il y avait dans la salle ce que j'ai trouvé peut-être aussi un des objectifs des droits culturels, c'est que c'était un public comme on en voit trop peu dans les salles de théâtre. C'est-à-dire d'abord ce n'était pas qu'un public de théâtreux, ce n'était pas qu'un public d'abonnés, c'est un public divers du point de vue générationnel, en faisant une sociologie hâtive au doigt mouillé, divers également dans sa composition. Et puis il y avait des femmes issues des quartiers populaires de Dijon, donc aussi des femmes issues de l'immigration maghrébine, et parmi ces femmes, il y en avait certaines qui étaient voilées. Et c'était assez extraordinaire de voir dans la salle ces touches de couleurs, des fichus, des habits très, très, très divers et qu'on voit peu dans les salles de théâtre. Et plusieurs d'entre elles sont venues en me disant merci d'avoir raconté notre histoire. Sachant que pendant le spectacle, je me suis souvent dit, mon Dieu, mais elles vont être horrifiées parce que dans le spectacle, il y a une femme nue, il y a des choses assez dures qui sont dites contre la religion, elles vont pas supporter, ça va les froisser. Eh bien non, elles ont ri, elles étaient finalement beaucoup plus ouvertes que ce que je pensais et elles m'ont dit merci d'avoir raconté notre histoire. Et leur histoire, elle était tissée avec l'histoire de notre pays, c'est-à-dire des histoires. Donc je pense que les droits culturels, moi je les prends comme ça, comme des droits ouverts. Oui, parce qu'il s'agit aussi plus généralement d'un spectacle sur les femmes, sur leur visibilité, leur invisibilité dans l'espace public, sur le droit à un certain comportement ou non. Donc c'est vraiment notre histoire globalement que vous avez voulu saisir à travers ce spectacle. Alors je disais aussi, vous allez travailler sur la question qui est français. Juste 2 mots pour nous dire qu'est-ce qui vous a donné le désir de cette question et par où vous passez pour l'aborder. Je ne sais pas si oui, ça marche. J'en dirai moins parce que c'est le tout début. Disons que je voudrais faire un spectacle qui commence là où finit le précédent. Le spectacle précédent, donc ceux qui nous regardent, finit en effet sur 4 femmes témoins, 4 femmes qui ont fait le choix de porter le voile et qui sont françaises, et que j'ai fait intervenir pour leur faire dire des extraits d'un très beau livre qui s'appelle Prendre date, Patrick Boucheron, historien, et Mathieu Riboulet, poète, un livre écrit après les attentats de janvier. Et je voulais qu'elle parle dans le spectacle en tant que membre de la communauté nationale, c'est-à-dire l'endroit où on ne les attend justement pas. Je ne voulais pas faire un spectacle sur le voile où des femmes voilées viendraient dire « nous et vous ». Et je ne voulais pas dire de mon côté elle et nous. Je voulais qu'elle dise nous. Et elle disait nous en tant que Françaises qui avons été ébranlées et peut-être encore plus attaquées par les attentats de janvier. Et je me suis rendu compte, et je m'en suis rendu compte aussi par les réactions de certains spectateurs, hein, certains me disent oui mais quand même, en fait est-ce qu'elle le pense vraiment ça? Parce que tu leur fais dire un texte, hein, donc est-ce qu'elle le pense vraiment? Bon, alors je trouve que ça en dit long. Ça en dit long sur notre difficulté collective à considérer qu'une femme qui en effet porte quelque chose sur la tête de cette manière-là est française. Qu'elle est française et qu'elle a un métier, qu'elle a des enfants ou qu'elle n'en a pas, qu'elle est séparée ou qu'elle ne l'est pas, avant d'être musulmane et éventuellement associée à tous les ismes. Donc je me suis dit, dans la carte postale française aujourd'hui, on est un certain nombre à manquer. Je dis on parce que même si moi, je ne suis pas victime de contrôle au faciès, quand il y a eu le débat sur la déchéance de la nationalité, je me suis dit, ma nationalité française, elle tient un fil. J'ai une grand-mère ukrainienne qui a rencontré mon grand-père alsacien dans un camp de travail pendant la guerre, et j'ai un père tunisien. Donc, lorsque ma mère, un peu tremblante, il y a 20 ans, m'a remis mon certificat de nationalité française en me disant « garde-le, un jour il te servira », ben, je me suis dit « bon, bah, peut-être qu'il va falloir que je le ressorte ». Et moi, je ne suis pas sans doute une de celles qui serait le plus susceptible d'être arrêtée dans la rue, à qui on demanderait quelque chose. Mais aujourd'hui, bah, voilà, c'est peut-être un peu bête de le dire comme ça, mais être noir, porter un voile sur la tête, porter une kippa, avoir un air un peu louche, ben de fait, ça c'est toujours pas réglé cette histoire-là. Donc, on nous impose un débat national qui est qu'est-ce qu'être français. Moi, je pose la question, donc c'est le tout début, donc je ne sais pas comment je vais le fabriquer au théâtre. Qui est français au sens de qui est vu comme français?
C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut donner à voir de soi pour être envisagé comme français. Donc bon, voilà, j'en parlerai mieux quand ça sera fait. D'accord. Merci Myriam. Ça peut être un écho à l'endroit de l'invitation que nous faisons au public, aux personnes que nous rencontrons à participer à l'écriture de nos œuvres. Ce que l'on fait au GDRA, c'est qu'on enquête dans le réel, donc dans des situations quotidiennes réelles, comme celles que nous sommes en train de partager là à l'instant, et dans des milieux très très différents. Le dernier spectacle nous a amené dans les townships du Cap, à Cape Town, pour rencontrer un Xhosa d'Afrique du Sud, qui par exemple, voilà un exemple qui peut poser peut-être question en termes de droit culturel, a pratiqué une circoncision à l'âge de 18 ans avec un temps dans le bush de 1 mois. Et lorsque nous avons senti que pour Lizo James, c'est son nom, cette circoncision que les Xhosa appellent Ukweluka avait un sens d'autodéfinition personnelle très important en termes culturels et psychologiques, nous avons proposé à Lizo de faire écho de ce récit de vie au plateau. Et on se rend compte bien sûr que ce récit pose des questions d'ordre éthique et d'ordre politique. Il est parfois très mal reçu. On a eu par exemple quelques adolescents qui se posaient des questions au sujet de cette circoncision rituelle, si tardive, n'est-elle pas trop douloureuse? Qu'en est-il de l'intégrité physique et morale de la personne qui subit une telle circoncision? On a beaucoup de mal, nous, sur le terrain, à régler ce genre de questions. Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas peur des personnes. Nous n'avons pas peur de Lizo James, nous n'avons pas peur des Xhosa d'Afrique du Sud et de leur langue à clic. Nous n'avons pas peur des Mernes de Madagascar que nous avons aussi invités au plateau récemment et nous n'avons pas peur quand nous préparions le spectacle Nour et que nous avons rencontré Fatima Raou qui nous a raconté comment elle portait le hijab et pourquoi pour elle finalement le haram n'était pas si important et comment elle s'est dénouée les cheveux devant la caméra, comment elle a enlevé son voile et comment on s'est amusé avec cette notion-là ensemble. Là, j'ai l'humble impression peut-être de rentrer en écho avec les préoccupations des philosophes et des intellectuels qui actuellement réfléchissent à la notion de droit culturel. Voilà, à cet endroit-là, à l'endroit de l'invitation de la parole d'autrui, à dire aussi que je ne pense pas qu'il soit de rigueur, en tout cas pour des artistes comme nous qui faisons de l'écriture, de la mise en scène, de s'intéresser qu'aux paroles dites subalternes, dans une espèce d'élan comme ça un peu subalterne studies pour faire référence à une école d'anthropologie. Nous, on s'intéresse vraiment à toutes les paroles. On s'est intéressé à la parole d'une mécanicienne à côté de Toulouse, à Tournefeuille, chez nous, Ana Maria Ramal Zambrano, qui vient du Pérou, qui est d'ascendance quechua, mais dont la passion ordinaire aujourd'hui est la mécanique. Donc comment la mécanique peut venir irriguer une écriture théâtrale peut-être que ça fait aussi écho à la notion de droit culturel. Pouvoir porter un intérêt aux arts de faire, quels qu'ils soient, que ce soit le tuning à Calais, c'est quelque chose aussi qui nous est arrivé de faire, s'intéresser à des jeunes gens qui modifient des voitures, quels sont les déploiements savants qui habitent cette pratique ordinaire du tuning. Et aussi ne se priver aucun terrain d'enquête. Donc les campagnes nous intéressent beaucoup, on est ici au Sénat. Je vais glisser ma petite. Une nouvelle campagne, oui. Non, mais on est au Sénat. Les langues régionales n'ont toujours pas bénéficié de la signature de la Charte européenne pour la défense, pour la promotion des langues régionales. Moi, je suis occitanophone, je suis fils de paysan, originaire de l'Aveyron. Donc, je pense que là aussi, ça fait écho avec les droits culturels. La dernière pièce du GDRA s'appelle Lengo, qui veut dire langue en occitan. Aujourd'hui, il y a 6000 langues qui se parlent à travers le monde. On pense que les linguistes pensent que 3000 de ces langues sont destinées à la disparition dans les 100 ans qui viennent. Voilà. Et puis la charte européenne, je le redis, n'est toujours pas signée. Mais que font les sénateurs ? La question de l'unicité plurielle, je la rends à César, à savoir à Joël Zask. Joël Zask est une philosophe qui a beaucoup écrit sur la participation, qui a écrit un ouvrage notamment fondamental, je pense, pour nos métiers, artistes, programmateurs, et pour toute personne qui aime lire de la philosophie. Cet ouvrage s'appelle Participer. Joël, alors à l'appui de la philosophie pragmatiste qui a beaucoup inspiré la politique américaine ces 10 dernières années, Joël fait le point sur la notion de participation
Elle est venue justement dernièrement voir une pièce du GDRA et elle m'a glissé cette notion d'unicité. C'est souvent le don des philosophes de dire en 2 mots ou dans une toute petite périphrase des idées qu'on n'arrive pas à rassembler. Et elle m'a parlé de cette unicité plurielle, comment on peut porter attention à la multitude, comment un État-nation, par exemple, peut considérer que la multiplicité qui l'environne est constitutive d'une identité plurielle, d'une unicité, qu'il peut y avoir communauté faite de fragments, faite de sous-communautés. C'est comme cette crainte du communautarisme. Alors ça m'amuse beaucoup. Quel est le mot, quel est l'antonyme de communautarisme? C'est individualisme. Et c'est comme cette crainte forcenée d'un autre gros mot, relativisme. Les gens ont beaucoup peur du relativisme. L'antonyme de relativisme, c'est absolutisme ou impérialisme. Si le relativisme est un art de la relation, alors c'est sûr que si c'est une mise à plat de toutes les identités pour dire que tout se vaut, mais je ne pense pas que les êtres humains qui ont besoin de penser le monde veuillent voir un monde plat autour d'eux. Par contre, s'il s'agit de considérer qu'il y a des relations possibles et des traductions possibles entre des cultures qui ne sont pas irréductibles et qui peuvent rentrer en contact, alors le mot relativisme peut reprendre une certaine valeur. En sciences dures, le mot relativisme est extrêmement apprécié par les chercheurs. Il nous rappelle que le temps, l'espace sont relatifs. C'est des choses qui ont été extrêmement travaillées par les chercheurs, par les physiciens. Donc il est étonnant que les gens des humanités scientifiques ou que certains artistes aient peur de ces mots, relativisme, communautarisme. Communautarisme, fonder une communauté, c'est beau. Voilà. Si on prend le mot dans ce sens-là, fonder il est normal que des personnes qui voyagent, lorsqu'elles sont nous les récits, on a recueilli à peu près au sein du GDRA 200 récits de vie, avec beaucoup de récits de personnes qui ont voyagé. Une personne qui voyage, lorsqu'elle arrive dans un terrain, dans un paysage qu'elle maîtrise mal ou qu'elle connaît mal, elle a besoin de rencontrer des amis pour échanger au niveau linguistique. Là, nous sommes en tournée en France avec un performeur malgache. Il a besoin de parler malgache. Ça fait 1 mois et demi qu'il n'a pas parlé sa langue. Donc, lorsqu'il était avec nous à Lausanne, un de ses réflexes a été de rencontrer des malgaches pour parler, échanger. Alors, ça ne veut pas dire qu'il vit reclus, perclus, qu'il n'a pas un regard sur le monde. Il a aussi mangé de la fondue avec nous, il s'est régalé. Mais il y a une nécessité psychologique pour les personnes. Le mot est fondamental. Alors, on va pas aborder peut-être la notion de personne, mais nous, on a une approche personnaliste des terrains qu'on aborde. C'est-à-dire, on ne dit jamais, là, je peux pas me permettre de dire bonjour la communauté, à vous, ou bonjour le groupe informe. Si à un moment on se rencontre, on va certainement échanger nos prénoms, et vous êtes des personnes, et vous vous déployez avec vos attachements, et vous dépassez certainement le cadre que nous sommes en train de partager là. Peut-être que certains d'entre vous ont des poissons rouges, peut-être que certains d'entre vous collectionnent des cartes postales, je n'en sais rien. Mais tout ça fait sens pour nous, GDRA, et fait culture. Et c'est ça que nous enquêtons. Et ce sont des personnes que nous rencontrons. Et les interprètes au plateau qui viennent avec nous aussi sont des personnes. Et moi, je suis une personne. Alors, ça fait quelques années, ça fait 6 ans qu'on travaille avec une dizaine de missions locales de l'Essonne, pratiquement toutes. On intervient dans le cadre d'un stage qui dure entre 3 ou 4 semaines. On intervient 3 ou 4 fois avec des jeunes filles dont les agents des missions locales, ils savent plus quoi faire avec. Ils sont perdus, ils savent pas, il y a quelque chose qui... Elles n'arrivent pas à avancer, tout simplement. Donc dans ce groupe, ce qui est magique quand même, c'est qu'on a de tout. Alors des blancs, des noirs, papier, sans papier, primo-arrivants, parlant français, on se retrouve à traduire des théâtres forums pendant 3 jours. Des européennes voilées, des maghrébines voilées, pas voilées, enfin bref, des mamans, beaucoup de mamans, des jeunes filles qui se retrouvent avec des enfants. Enfin, toute cette tranche de jeunes femmes qui, voilà, on ne sait pas quoi faire avec. Enfin, les missions locales, ça ne va absolument pas quoi faire. Donc nous, on arrive, bon, très bien, enfin, elles ont le programme sur 3 semaines, et puis elles voient Théâtre Forum. Et là, c'est le grand moment de panique, parce que pour elles, le théâtre, c'est pas pour elles, c'est ce qu'on nous dit tout de suite. Puis très vite, on leur explique, on met le cadre. Et puis on a des jeux, des exercices, donc on fait groupe ensemble, c'est ça qui est magique. On se retrouve à être ensemble, à jouer. Et à un moment donné, il faudra quand même parler de ce qui les empêche. Nous, on arrive avec la question, qu'est-ce que vous êtes belle, vous êtes jeune, enfin dynamique, enfin tout va bien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous n'arrivez pas à avancer, qu'est-ce qui fait que vous ne savez pas ce que vous voulez. Donc on va essayer de trouver des situations, elles vont toutes nous raconter pourquoi ça n'avance pas, qu'est-ce qui les empêche d'avancer, tant au niveau de leur stage, les mauvaises histoires dans la famille, il y en a beaucoup, des histoires de famille qui bloquent ces jeunes femmes,
ou quelquefois c'est l'émission locale, le conseiller ça fonctionne pas. Enfin, elles vont partager des moments très intimes de ce qui les empêche d'avancer. Et là, on voit tout de suite le groupe qui se forme. Voilà, elles se disent toutes, et on leur dit de toute façon, ce qui peut vous arriver vous en tant que jeune femme peut nous arriver à nous à notre âge. Hein. Enfin, si vous avez des problèmes avec votre copain ou avec votre mari, enfin, si les choses ne vont pas dans votre famille, ça peut nous arriver demain, et on peut se partager ce moment-là en tout cas. Et donc, ça fait groupe tout de suite. Et ce qui est assez incroyable quand même, c'est que là, ça commence à se poser des questions, parce qu'on fait forum quand même. Elles montent, elles mettent en scène ces situations-là. Elles jouent pas leur propre rôle, elles jouent le rôle de leur oppresseur. Donc il y a une espèce de libération un petit peu de jouer les méchants. Celui qui m'emmerde, eh ben, je vais le jouer. Et elles y arrivent. Hein. Donc il y a quelque chose qui se passe. C'est dans la tête, hein, j'imagine. C'est ça qui est assez impressionnant. Et puis il y a ce partage. Et ce qui était très chouette, c'est de ce qu'elles se disent et qu'on se dise, tiens, mais ce que tu vis, toi, moi je le vis, et l'autre le vit. On partage la même chose. C'est quand même assez magique. Alors, ce qu'on se rend compte après, c'est qu'il n'y a pas que nous. Hein, on est un peu le fil rouge pour ces missions locales dans leur bilan, enfin, c'est ce qu'ils disent. Mais après, il y a le CIDFF, il y a Parole de Femmes, il y a plein d'assauts, enfin, la santé, le travail. Et avec nous, elles se posent toutes les questions qu'elles n'osent pas poser. Et parce que pendant le repas aussi, quand on fait le repas, on se partage un repas, elles ramènent toutes quelque chose, c'est la grande fête. Et là, il y a plein de questions qui fusent de partout. Je pense qu'elles trouvent un espace où elles osent poser des questions, puisque on essaie d'être à égalité, nous aussi, en disant on n'a pas la bonne parole, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on essaie de trouver collectivement la stratégie. Et quelquefois, on est coincé. Mais garde ta question, parce qu'il y a un juriste qui va arriver derrière. Et tu pourras lui poser des questions. Et effectivement, tous les ateliers derrière sont hyper riches. Bon, le bilan, je vais aller très vite, de ce dispositif qui dure depuis 6 ans et on se bat pour qu'il continue encore, c'est que 75% de ces jeunes femmes arrivent à retrouver au bout de ce stage-là, en tout cas, le chemin ou d'une formation ou d'un boulot. Voilà, c'est pour ça qu'on est très fiers de ce travail. Et c'est là où je me dis, on est vraiment du côté des opprimés, on est vraiment à notre place dans ces missions locales. Et on espère que ça dure, parce que c'est une vraie lutte pour que ça dure. Merci. Si je peux rajouter. Oui, non, une seconde. Oui, juste, je crois vraiment, en entendant ça, que les droits culturels, c'est pas en plus des autres droits, c'est à la racine des autres droits. C'est en exerçant ce droit culturel que ces jeunes femmes, elles découvrent et elles anticipent qu'elles ont d'autres droits et qu'elles peuvent les exercer. Il était important pour moi de venir accompagnée d'artistes. C'est-à-dire que cette maison, le théâtre, c'est un terme désuet aujourd'hui, mais c'est un peu la maison du peuple. C'est-à-dire que c'est une maison qui est ouverte. Beaucoup d'habitants n'ont pas la télévision. J'ai mis la télévision, on regarde les matchs de foot ensemble. Ils viennent aussi voir des spectacles. Beaucoup d'habitants n'ont pas de lieu pour venir simplement passer un moment, dire bonjour, voir des artistes. Le théâtre est tout le temps ouvert et il y a une bibliothèque qui est juste en face du théâtre, puisque le théâtre, il est en dessous un carrefour, le carrefour le moins cher de France, le plus abîmé. La police juste à côté, l'autoroute, et je suis encerclée de cités. Et il y a cette bibliothèque et un service municipal. La bibliothèque, donc, qui est dirigée par une femme remarquable, Sylvie Ferrier, avec laquelle nous travaillons étroitement ensemble. C'est-à-dire que les après-midi, beaucoup d'enfants sont accompagnés par leur maman du quartier pour venir lire ou pour venir emprunter un livre. Et Sylvie, nous avons mis en place ensemble avec l'équipe, puisque le projet est complètement partagé, j'ai une direction horizontale et non pas verticale. Donc l'équipe s'est complètement emparée du projet et c'est ce qui fait que ça a été très très vite. Les mamans, les enfants sont avec Sylvie et son équipe à la bibliothèque pour lire un livre et ça permet aux mamans de descendre, et même aux papas, parfois il y a des papas, de descendre au théâtre et à ce moment-là peuvent assister à une répétition ou simplement rencontrer un des artistes puisque, comme l'a dit Anne tout à l'heure en me présentant, je suis arrivée avec 7 artistes qui sont très 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 présents dans la maison, sur le territoire, dans la ville de Marseille. Nous avons mis en place un projet avec eux, donc ils ont chacun
eu envie de travailler avec plusieurs personnes. Donc certains sont des personnes âgées, d'autres sont des adolescents, d'autres sont des personnes handicapées, des étudiants, des universitaires. Voilà, on essaye de prendre une grande majorité de la population, qui forme la population. Et je me suis rendu compte en arrivant sur ce territoire, et même dans cette ville, que la petite enfance, il n'y avait rien, mais rien du tout. Donc le premier projet qui a été mis en place avec Céline Steff, auteure, metteur en scène, a été autour de la petite enfance. C'est un projet qui s'appelle Nos forêts intérieures. Nos forêts parce qu'on est dans des cités et qu'avant que ça soit des cités, c'était des forêts. Les gens habitaient dans des forêts, il y avait beaucoup de nature et les habitants en parlent énormément. C'est un projet qui a été qui se co-construit vraiment avec les habitantes, avec les habitants, avec le champ social, le champ culturel, le champ éducatif, le champ économique. On essaye voilà, et c'est un projet qui prend une ampleur énorme, puisque même les crèches du 5e, du 7e, 8e arrondissement viennent au Merlan pour travailler ensemble sur cette co-construction. En fait, l'idée toute bête et Céline a demandé à chaque enfant et étudiant, puisque le BTS Design travaille aussi là-dessus, de fabriquer des boîtes à forêt. Et à partir de ces boîtes à forêt, la classe ou la crèche a fabriqué une boîte à forêt qu'elle va donner à une autre classe ou à des étudiants, et c'est les autres qui vont travailler avec Céline sur un atelier d'écriture, vont imaginer la boîte à forêt qui n'était pas la sienne. Voilà. Et en fonction de ça, des petites formes du travail de Céline sont mis en place et sont mis en place à la bibliothèque, dans les centres sociaux, dans les crèches, dans les écoles, dans les universités, et la grande forme est au théâtre. Ça, c'est un des projets. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais ce que je souhaitais dire aujourd'hui, c'est que ce qui m'intéresse de par mon double parcours, par ma double culture, puisque ça a résonné en moi quand tu parlais de nationalité. Moi, je me suis fait naturaliser à l'âge de 18 ans. J'étais italienne jusqu'à l'âge de 18 ans. J'écrivais bien italienne partout. Puis un jour, il a fallu commencer par un F, parce que pour faire des études d'éducateur spécialisé, il fallait être française. Voilà. Et aujourd'hui, je ne peux pas avoir la double nationalité, puisque c'est interdit. Quand on est né en Italie, de parents italiens, on ne peut pas. Mais mes frères qui sont nés en France, de parents italiens, ont le droit. Voilà. Et je tiens... Donc, ce vécu-là fait évidemment que je suis extrêmement investie, engagée auprès d'une équipe formidable. Et je voulais dire que c'était prendre en compte les cultures de chacun, que c'est une nécessité aujourd'hui, dans un temps où la haine et l'exclusion montrent du doigt. Et pour moi, on montre du doigt ceux qui sont nés ailleurs, dont les parents, les grands-parents sont nés ailleurs. Mais ils sont français, ils font partie de cette grande communauté qui est la nôtre. Et ça, c'est ma plus grande conviction. Aujourd'hui, on parle de la culture en danger. Je ne sais pas trop ce que ça recouvre exactement. Ce que je sais, moi, c'est que nos institutions sont en danger de se perdre, parce qu'elles sont isolées, dans la certitude de défendre la culture avec un grand C. Et c'est pas ça qu'il faut descendre. C'est pas l'accès à la culture. C'est de venir dans nos théâtres. C'est de partager les cultures de chacun. Parce que les personnes qui sont à côté de moi, qui vivent à côté de moi, sont cultivées, sont éduquées au même titre que moi je suis cultivée. Elles sont peut-être pas enculturées, mais en tous les cas, et pour moi ça c'est très important. Voilà, mon travail est celui-là. Et je voulais terminer juste par une anecdote. Par l'anecdote de Eddy, qui est un jeune garçon qui a témoigné samedi soir sur le grand plateau du Centre dramatique de la Criée, dans le cadre de Radio Live, par rapport aux rencontres d'Averroès à la Criée à Marseille. Et il a expliqué comment la découverte du théâtre avait changé, était en train de changer sa vie. Il a dit combien il trouvait incroyable de parler sur cette grande scène, alors que pour lui, natif et habitant de la cité de la Busserine, c'est en face du théâtre que je dirige, dans les quartiers nord, le Vieux-Port était un lieu qui n'était pas le sien. Enfin, pas encore, a-t-il ajouté. Et tout est dit dans ce pas encore. Et c'est ça qui me fait avancer et qui nous fait avancer aujourd'hui. On doit avoir une réflexion
partagé sur le sens de la vie culturelle et ses modalités de fonctionnement sur un territoire, et donc commencer par associer le plus de personnes possible à une réflexion, à un état des lieux, à des propositions pour justement donner plus de place, donner une place centrale de la personne dans toute la vie culturelle et au-delà de la personne, son identité culturelle égale à toutes les autres, et peut-être surtout sa relation à l'autre. C'est évidemment l'enjeu public, il est dans l'interculturalité, dans la possibilité pour chacun de pouvoir trouver sa place, et trouver sa place dans la relation à l'autre, dans un vivre ensemble, avec toutes les différences, ce qu'on peut appeler la société interculturelle. Donc c'est un véritable enjeu public, et qui demande de commencer par ce temps de co-construction. C'est ce qu'on a fait à Rennes avec, en 2015, les États généraux de la culture, qui ont été 6 mois de co-construction d'un nouveau projet culturel pour la ville. Je ne peux pas prétendre... Non, c'est que je ne peux pas prétendre représenter qui que ce soit, en fait. Simplement, peut-être me faire écho d'une réflexion. Alors, le milieu, ça me gêne un peu, parce que ça a toujours un peu péjoratif, et ça a toujours fait référence à d'autres systèmes. Ah, pardon. J'ai Jean-Michel qui me demande de me rapprocher du micro. Il est clair que comme pour les politiques, au sens large, et notamment, on a parlé tout à l'heure d'action publique, la profession dans son ensemble a nécessité de se questionner sur cette dimension, non pas pour remettre en cause tout ce qui l'a construit, mais aussi pour commencer à prendre en compte peut-être différemment ce qu'on a appelé les personnes. Et pas simplement se retrouver avec une vision peut-être un peu fermée du monde qui nous entoure, et rentrer dans des modèles de développement qu'on connaît, qui sont souvent très partagés entre le secteur public et le secteur privé marchand, de la consommation, d'élargissement des publics, enfin des choses qui sont pour moi très violentes, et qui ont été peut-être pas assez discutées, critiquées, etc., mais qui pourraient être revues différemment par le jeu et par le nouvel apport. Mais même si on sait qu'on part de très loin, et que les droits culturels, c'est une manière de poser actuellement de manière plus forte, parce qu'on sait que la problématique des droits humains, depuis la Seconde Guerre mondiale, avec ce qui s'est passé, est quelque chose de fondamental, et que clairement on est obligé de préciser ces droits pour pouvoir les faire reconnaître et les mettre en opposabilité à d'autres droits qui nous amènent à une violence qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est vrai que la profession a une nécessité, et pour ça, elle doit être plus dans la tolérance. Alors beaucoup de monde a parlé de bienveillance. Je pense qu'en amont, donc je me dis qu'on est peut-être sur un début, en tout cas de plus de tolérance et d'acceptation de la diversité dans les représentations. Et là, j'entends professionnel, dans la diversité des modèles économiques, dans l'acceptation de s'ouvrir sur d'autres univers qui sont communs. On a beaucoup parlé du champ social, mais il est évident qu'il y a à travailler avec le champ social au sens large du terme, et de la même manière qu'il y a nécessité de travailler avec la santé, parce que derrière ça, il y a aussi la problématique du bien-être des personnes. Quand on voit la violence qui est faite dans le domaine de la santé, je pense qu'il y a des solidarités à créer, et là, ça oblige la profession, alors peut-être qu'on y reviendra une autre fois, à travailler son rapport à l'autre et son mode de fonctionnement. Travailler avec le politique aussi, j'imagine. De la même manière qu'on ne peut plus se satisfaire du traditionnel lobbying, du traditionnel corporatisme et de défense des avantages, qu'on doit rentrer dans une relation plus construite et plus continue, avec des espaces qui soient identifiés comme tels, qui permettent de décanter, de mettre en commun, et ce, au niveau national, comme au niveau européen, mais aussi au niveau territorial. Et là, on a un enjeu, notamment avec
avec la loi NOTRe et l'arrivée de recomposition territoriale avec les intercommunalités, les nouvelles EPCI, il y a vraiment nécessité à ce que, au-delà des conseils de développement, on puisse s'emparer d'espaces de concertation continue, transversale, et qui soient sur des enjeux de politique publique qui dépassent les enjeux spécifiques, sectoriels, afin qu'à un moment donné, le partage y soit réel avec le personnel politique et leurs techniciens, qui jouent un rôle fondamental. Effectivement, on l'a senti à Rennes, où il y a un tissu culturel très dynamique et des acteurs qui ont l'habitude de dialoguer et de débattre. Je suis convaincu, et nous sommes convaincus à la ville, que effectivement, s'inscrire durablement dans la réalisation des droits culturels des personnes, c'est mettre en place des instances de dialogue permanent qui permettent effectivement aux artistes d'être en dialogue avec des habitants, des personnes qui habitent sur le territoire, avec également les institutions, avec les associations, et d'être toujours dans une démarche de coopération entre toutes ces personnes. On sait bien qu'il y a une vraie difficulté pour les artistes, il peut y avoir une vraie difficulté pour certains artistes de travailler avec des groupes de personnes dans des quartiers parfois compliqués. Ça peut se faire très facilement dès l'instant où il y a des coopérations qui se mettent en place avec des relais sociaux et donc des montages partagés entre différents professionnels qui travaillent avec les personnes. Donc c'est vraiment mettre en place des instances, voilà, de dialogue, de co-construction, d'évaluation sans arrêt sur effectivement l'efficience de l'action publique. Et toujours se poser la question des droits culturels de la personne, de leur participation à la vie culturelle, de leur liberté d'expression, comment effectivement on peut mettre en place des lieux. Alors à Rennes, on a ouvert un lieu qui s'appelle l'hôtel à projet Pasteur, qui était une innovation portée par ma collègue Sylvie Robert, qui effectivement permet, avec là du coup beaucoup de bienveillance, d'accueillir toutes sortes de projets sur des durées déterminées et au maximum 3 mois, qu'ils viennent d'artistes, qu'ils viennent d'habitants, qu'ils viennent de jeunes, de personnes âgées, du moment que effectivement on est là pour construire ensemble avec d'autres, collectivement, en essayant d'être toujours, parce que ce lieu est très grand et permet la cohabitation de beaucoup d'équipes, d'avoir justement de la porosité entre ces différentes personnes et d'alimenter par l'expertise à la fois des artistes comme de travailleurs sociaux ou de gens qui vont porter un atelier de couture par exemple, comment effectivement la couture peut être améliorée par l'apport d'artistes ou d'autres techniciens. Tout ça effectivement nourrit la participation et le sentiment pour les personnes qui ne se sentaient pas obligatoirement reconnues dans la vie culturelle, tout à coup d'être effectivement reconnus de là où ils sont, de là où ils partent et qu'ils aient la possibilité de faire un parcours qui les amène à enrichir leur capacité, leur pouvoir d'agir. Donc je crois que c'est vraiment cette interrelation, interaction entre les personnes dans des lieux de débat, mais également dans des lieux de pratique qui permet d'inscrire durablement les droits culturels sur un territoire. Bien sûr qu'il y a des communautés, peut-être qu'il y a de mauvaises communautés. Alors je pense à un texte d'un anthropologue, Edouard Sapir, dans les années 30, qui a écrit un très beau texte et qui ose d'ailleurs casser un peu le relativisme sur bonne et mauvaise culture. Sapir ose, en pleine vague culturaliste aux États-Unis, Franz Boas, etc., bon, je vous passe les détails, ose dire qu'il y a mauvaise culture, qu'il y a peut-être mauvaise communauté. Peut-être qu'une bande de skinheads, en effet, qui détruit un cimetière voilà, peut-être que là on a affaire à une mauvaise culture, mais après une communauté religieuse qui pratique, qui investit foi et croyance, qui relie des éléments par analogie, qui relient des individus et des personnes. Moi, je n'ai absolument pas peur de ça. On a beaucoup parlé de Marseille. J'ai vécu 7 ans dans les quartiers nord. Alors, bien sûr, il y a des données statistiques, vous les avez bien rappelées, économiques, mais en termes de richesse culturelle, les quartiers nord de Marseille sont extraordinaires. Il y a des communautés,
Il y a des gens qui vivent ensemble, qui parlent des langues ensemble, et il y a aussi, dans les quartiers nord de Marseille, beaucoup de brassages possibles, notamment autour de centres culturels très importants que sont les bars, les anciens cercles, où on peut vous faire l'histoire vraiment de la langue marseillaise, d'éléments culturels. La langue, c'est un style de pétanque très particulier à Marseille. Je vois pas où est la... J'ai du mal même à saisir ce vocabulaire-là. Peur du relativisme, peur du communautarisme. J'ai aussi du mal à saisir certains... Il y a des éléments, moi, qui me surprennent. Tolérer, tolérance. Oh ben toi, t'es sympa, je te tolère, hein, mais... Pas plus que ça. Ça moi, je comprends pas trop. Et bienveillance, ça me questionne aussi. Oh ben toi mon petit viens ici, oui je suis bienveillant, je suis sympa, je vais t'apprendre un peu, mais de façon bienveillante je vais t'expliquer ce que... Moi je préfère les mots de reconnaissance mutuelle ou de considération, et surtout se dire qu'en face, la personne que l'on rencontre, elle est forte. Quand on a filmé en psychiatrie, les schizophrènes qu'on rencontrait n'étaient pas autonomes, avaient pour certains beaucoup de difficultés à se tenir devant nous, avec une certaine intégrité et un propos cohérent, mais il y avait une force. Il y a de la force. Je pense qu'il y a beaucoup je pense qu'il faudrait présumer que les gens que l'on rencontre sont très forts. Myriam. Je crois avoir compris que sur un plan strictement juridique, les droits culturels ne sont pas opposables à d'autres droits, et que par conséquent, l'inquiétude que ces droits culturels soient le cheval de Troie d'une revendication identitaire, violente ou sectaire est une erreur de compréhension du texte. Après, si on en est à une lecture plus générale, et pour revenir à cette question du communautarisme, je pense qu'en effet, il y aurait beaucoup à réfléchir sur ce mot, sur ce qu'il est devenu, sur ce qu'il recouvre réellement. Moi, je dirais que le communautarisme, je le perçois très concrètement quand, par exemple, je traverse Paris et la banlieue pour aller de Sciences Po, où je vais enseigner, jusqu'à ces collèges de Seine-Saint-Denis où j'anime très souvent des ateliers. Le communautarisme, c'est très simple, hein, c'est la relégation territoriale, sociale et ethnique, c'est l'enfermement par la richesse. Moi, le communautarisme, en sortant du métro Saint-Germain-des-Prés et en voyant les boutiques du boulevard pour aller jusqu'à la rue Saint-Guillaume, je le trouve tout aussi clair que la manière dont sont composés, indépendamment de toute relégation affichée, les classes de mes collèges d'Aulnay-sous-Bois et d'autres communes où j'ai travaillé. Je m'interroge sur le fait de savoir comment, dans la République française, alors qu'il n'y a pas de ségrégation ni de ghetto, eh bien, j'arrive dans des classes et je passe du lycée Claude Monet au lycée Jean Renoir à Bondy, et je vois que les élèves n'ont pas du tout la même couleur, majoritairement. Alors, où est le communautarisme, si ce n'est qu'il se trouve qu'il y a des endroits où vivent des gens qui ont tous, comme par hasard, les mêmes origines sociales et ethniques, et puis d'autres qui n'ont pas les mêmes. Alors, si on commençait par traiter cette question, après on pourra commencer à parler des inquiétudes que pourrait susciter la présence de textes, de principes qui sont des textes d'ouverture, des textes qui n'ont... Voilà. Avant de s'inquiéter de façon plus ou moins honnête de ce qu'une avancée juridique pourrait apporter, il faudrait déjà voir en quoi est-ce que les textes et les pratiques existantes produisent de fait ce que l'on veut soi-disant éviter. Donc je crois que vraiment sur cette question du communautarisme, il y aura un travail lexical à faire, autant que sur les questions de féminisme, où on se découvre féministe de la dernière heure, parce que voilà, il y a des motivations beaucoup moins avouables que la défense des droits des femmes. Donc non, je pense que c'est très malhonnête. Et si l'universalisme aveugle à certaines spécificités réelles de notre République progresse, je ne dis pas qu'il doit disparaître, mais s'il progresse en incluant la réalité concrète des expériences vécues, eh bien, nous avons tout à gagner, pas grand-chose à perdre, je crois. Et je pense qu'on aurait intérêt aussi à se questionner pourquoi on a autant de mal à faire valoir les droits humains. Plutôt que quels intérêts et pourquoi cette résistance à des notions qui nous paraissent
évidente. Donc je pense que là, il y a un vrai questionnement, alors que d'autres formes, d'autres droits ne sont absolument plus questionnés. Donc je pense que c'est vraiment là qu'il y a un problème et peut-être un moyen de tirer le fil et d'essayer en tout cas de dépasser même la notion de droit culturel, parce qu'on est vraiment dans les droits humains. Et si on veut que tout ce qui est dit là, ça va bien au-delà, ça ne se cantonne pas au droit culturel en fait. Ce sont les droits de l'homme. Et pourquoi cette difficulté collective à faire valoir tout simplement ces droits, à les opposer? Et là, on voit bien qu'on touche le fond du problème.